m'appelle Abdelatif Tazi, je suis pneumologue à l'hôpital Saint-Louis et je vais vous parler de ce que c'est qu'un centre de référence. Et j'ai choisi en fait de vous montrer quelle machine c'est à travers la dernière labellisation. Alors le centre de référence, c'est quelque chose, les centres de référence, c'est quelque chose qui a été fait sur l'impulsion des associations de patients au niveau du premier plan maladies rares qui a commencé en 2004 et avec Jean, on a dû s'y prendre à 2 fois pour être labellisé en 2006 car une des questions qui se posaient, c'était en fait de disloquer cette maladie à travers différents centres de référence. Donc on a réussi en 2006 à avoir un centre de référence qui était essentiellement axé autour du poumon, uniquement l'histiocytose langerhansienne, les enfants, et il manquait la version médecine interne qu'on a rajoutée mais qui n'a pas été très active. Et néanmoins, ce centre de référence a permis d'abord d'avoir des postes, ensuite d'avoir un peu de financement et a entraîné une modification drastique du paysage puisque alors qu'on voyait, comme disait Jean, 5 à 6 patients par an, vous verrez quelles sont les exigences actuelles de file active pour avoir un centre de référence et c'est le cas. Et aujourd'hui, je pense que le centre a probablement la plus grande cohorte mondiale dans les différents domaines qu'il couvre. La deuxième chose qui était importante, c'était d'expérience. On voyait, comme l'a dit Jean, différentes maladies, au-delà de l'histiocytose langerhansienne. Certaines vont aborder ce matin, et donc l'important était d'évoluer vers un centre de référence qui couvre l'ensemble des maladies, les histiocytoses en général, et c'est ce que nous avons obtenu en 2017. Et en 2017, ce qui a changé, c'est les modalités de labellisation qui, au premier plan, comme c'était nouveau, étaient en une affaire de copains, si je puis dire. Et puis ensuite, c'est devenu une affaire très lourde, administrative, et c'est ça que je vais vous montrer, c'est-à-dire comment marche un processus de labellisation. Et comme j'ai la chance et la tâche et la lourde tâche de coordonner ce centre depuis 2006, probablement pour la dernière fois, eh bien, j'ai vu passer ce que c'était que cette modification. Alors, donc la labellisation, au début, ça a duré un certain temps, c'est-à-dire 2004 pour les premiers, 2006 pour nous, et puis on n'a rien entendu parler jusqu'en 2016, alors que théoriquement c'était prévu tous les 5 ans, c'est maintenant tous les 5 ans. C'est un processus qui est très lourd, qui concerne le recensement précis de tous les champs d'activité de tous les sites du centre. Et ce qui a été ajouté, ça a été des critères de file active, c'est-à-dire le nombre de patients qui sont vus par an, des critères d'études financées, de recherche, des critères de publication avec des différences entre les centres coordonnateurs et le site constitutif. Et puis, au premier plan, nous n'avions pas fait de centre de compétences, que la maladie était mal connue, donc faire des centres de compétences en région, alors que déjà nous, on n'en voyait pas beaucoup, il fallait quand même d'abord qu'on se structure. Et en 2017, nous avons fait des centres de compétences que je vais vous montrer. Et le dossier est centralisé, ça c'est la partie la plus sympathique, et déposé par le site coordonnateur, donc il faut courir après tout le monde pour avoir les données. Et l'interlocuteur auprès de la DGOS, c'est la filière. En 2013, les filières maladies rares ont été créées et nous sommes dans la filière maladies rares en immunohématologie, ce qui fait tout à fait son sens, car c'est une maladie hématologique, quelles que soient ses formes cliniques. Et cette filière est dirigée remarquablement par le professeur Régis Peffaut de la Tour à Saint-Louis. Et à l'évidence, et ça je tiens à la remercier tout de suite, l'avis de Madame Demare et de l'association Histiocytose France est un élément clé dans la labellisation. Alors, il y a un petit point que j'ai mis en bas qui justifie la présence des sites constitutifs, c'est ce qu'on appelle le pyramide. C'est le pilotage institutionnel des recettes affectées aux missions d'intérêt général. Ça, c'est né en 2012, où nous avons été pilotes, et donc ça consiste chaque année à recenser votre file active avec des outils qui deviennent maintenant très précis. D'autre part, d'avoir un recensement de vos avis que vous donnez, de votre expertise, car c'est une des missions des centres, de votre activité de recours, d'activité de recherche, de diffusion, aussi bien à un milieu médical, médico-scientifique, paramédical, qu'un milieu de patients et de parents. Et ceci aboutit in fine au financement des sites.
Alors dans le premier plan, le financement était encore une fois, comme je vous l'ai dit, une affaire de copains, donc il y a eu des arbitrages qui étaient très variables en fonction des centres. À partir de 2017, les cartes ont été rebattues et donc il y a un financement qui est le même pour les centres constitutifs et le coordonnateur à 10 000 euros ou 20 000 euros près. Et il y a une part fixe et une part variable qui est en fonction de la file active, de l'activité, des réunions de concertation pluridisciplinaires et aussi en fonction de votre activité scientifique. Donc ça, c'est très important à avoir en tête parce que quand on est revenu à la labellisation là, je vous ai mis le texte quand même qu'on a reçu. La mission de recours, il y a des seuils. Avant, on n'avait pas de seuil. Maintenant, il y a des seuils minimaux annuels pour cette mission de recours. Vous voyez que c'est 300 consultations. Alors, ça dépend de la fréquence de votre maladie, mais il y avait des gens qui déclaraient 10 000 consultations dans les maladies rares, mais c'était une déclaration purement intentionnelle. Là, vous avez un outil qui est à remplir obligatoirement. C'est ça l'élément clé aujourd'hui du contrôle du financement et de l'activité. C'est l'outil BAMARA. C'est-à-dire que vous êtes obligé pour chaque patient de faire une fiche maladie rare, ce qui est logique. Et donc il faut 300 consultations pour le coordonnateur, 150 pour les sites constitutifs, et il faut avoir une file active de 150 patients pour le coordonnateur et 75 pour les sites constitutifs. Ce qui veut dire que pour une maladie qui n'est pas très fréquente quand même, qui est particulièrement rare, l'histiocytose, il faut arriver à regrouper, à avoir l'attractivité. Comme je vous ai dit qu'au départ, on est parti, on voyait 5 à 6 patients par an. Là, on est largement au-dessus de cette file active actuellement, ce qui est quand même un gage de réussite. La deuxième chose qui a été ajoutée, et ça a été un obstacle pour un certain nombre de centres qui avaient la file active, mais qui n'avaient pas les études financées ou les publications. Et donc ça, j'attire l'attention, parce que je dis d'autant plus que ça ne sera plus mon rôle, mais il faut faire très attention au financement des études, parce qu'ils vont devenir stringents, c'est-à-dire que c'est un financement qui n'est pas associatif, qui va devenir un financement institutionnel, national, régional ou international, et il faut des publications, 3 ou 2, en fonction de qu'on soit site constitutif ou coordonnateur. Alors une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va vous autoriser à avoir des sites constitutifs? Et il y a des critères assez précis. Quand on remplit la feuille, c'est un fichier énorme, hein, et tout ça est déposé à la fin avec des démarches simplifiées, des lettres de tout le monde, du directeur, enfin c'est un truc absolument, moi ça m'a pris 1 mois pour coordonner l'ensemble, hein, 1 mois temps plein. Hein. Et donc il y a premièrement, si vous voulez un centre constitutif, il y a différents motifs. Le premier, c'est, et nous avons fait ça d'emblée avec Jean, c'est d'avoir une composante pédiatrique, une composante adulte, ce qui était le cas. Pour la Pitié-Salpêtrière, et ça on l'avait fait dès 2017, il faut qu'il y ait une complémentarité sur la pathologie. Et donc, vous voyez, donc c'est cette ligne-là, complémentarité d'expertise autour de maladies rares avec une forme phénotypique, c'est-à-dire une présentation particulière. Le troisième motif, c'est les maladies très fréquentes, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, il y a eu, dans cette labellisation, des centres constitutifs qui ont été refusés parce qu'ils ne répondaient pas à ces critères. Donc, finalement, pour ce qui nous concerne, on a d'autant plus qu'on a 3 centres constitutifs et coordonnateurs parisiens. Et donc, en rouge, donc, le coordonnateur, et vous avez les 2 centres qui sont à la faculté Sorbonne, que sont celui de Trousseau et de la Pitié-Salpêtrière, avec des labellisations très précises, ce qui ne veut pas dire qu'on est forcément confiné dans l'activité quotidienne, mais en tout cas dans la présentation aux tutelles et dans l'affichage pour les patients, c'est histiocytose languérantienne de l'adulte à Saint-Louis, c'est-à-dire pas seulement le poumon, bien que je sois pneumologue, histiocytose de l'enfant à Trousseau qui couvre l'ensemble, histiocytose non languérantienne et neurohistiocytose à la Pitié-Salpêtrière, avec des porteurs qui sont des porteurs à identifier une personne, même s'il y en a plusieurs. Je vais vous montrer l'organigramme qui nous a été demandé. Et puis, on a eu la réponse. Alors, nous, on a eu la réponse par la filière, et on était très contents parce qu'on a eu la réponse avant les administratifs. Moi, j'ai appris, c'est très important, hein, parce que d'habitude, vous savez, tout ça est déposé sous l'égide du coordonnateur, mais sous l'égide du GHU, du groupe hospitalier, donc c'est le directeur du GHU qui dépose. Et donc, moi j'étais très content d'annoncer à une conférence budgétaire de mon DMU qu'on avait eu le centre alors qu'ils n'étaient pas au courant. Ça veut dire que maintenant la DGOS communique directement avec les filières avant de communiquer avec l'administration.
Au passage, et Jean serait le mieux placé peut-être avec Julien Haroche pour parler, les financements, il faut les attraper avec les dents parce que l'assistance publique au début a fait une taxation de 21%. Selon certains sites, elle est beaucoup plus importante. Nous, on a fini à Saint-Louis, puisqu'on est très toxique, à obtenir 18%, ce qui est écrit dans la loi. Mais il y a eu toute une histoire, peut-être que vous avez suivi ça au Sénat, il y a eu toute une discussion pour savoir. Mais il y a des centres qui ne voient pas leur argent. Donc c'est important que maintenant les DGOS communiquent aux filières et notifient les centres directement de leur somme. Et donc on a eu la réponse officielle par la filière le 31 mars 2023 et nous avons eu la chance d'avoir un centre qui a été reconduit à l'identique sans difficulté. Alors, ensuite s'est posée la question des centres de compétences. Alors les centres de compétences, c'est des gens qui sont absolument dévoués parce qu'ils n'ont aucun financement. Et en même temps, on leur demande de travailler. Ils sont très importants parce que c'est le relais dans les régions. C'est important de voir les patients dans les parties constitutives, mais il est important que vous puissiez être suivi au plus proche de chez vous. Et donc il y a des centres de compétences qu'on essaye d'avoir à travers le territoire, même s'il n'est pas totalement couvert. Et ces personnes, on leur a demandé maintenant de remplir Bamara. Alors Bamara, comme ça peut paraître sympathique. Il y a ce qu'on appelle un set minimal de données. Mais enfin, quand vous n'avez pas un sou pour ça, il faut le faire sur votre temps, donc ce n'est pas évident. Et on leur a mis un seuil à 25 de files actives. Mais l'avis du coordonnateur et du centre coordonnateur compte, et on n'a pas la réponse encore pour les centres constitutifs. Alors, les centres de compétences. Donc, voici la cartographie. Je ne sais pas si je peux descendre ça ou le mettre ailleurs. La cartographie globale des centres de compétences. Vous voyez que les centres de constitutifs sont... je vais vous les montrer de façon plus détaillée. C'est une cartographie qui couvre à peu près, mais pas totalement, parce qu'il y a des centres pédiatriques et des centres adultes. Il y a de rares endroits où il y a les deux en même temps. Des fois, il y a des centres qui sont labellisés adultes où il y a des enfants. Voilà les personnes, pour que j'arrive plus à avancer, qu'on a déposé ces centres-là. Donc à Nantes, histiocytose de l'enfant, j'ai mis les personnes responsables. Pour certains, elles sont changées. À Lille, pour les enfants, à Montpellier, historiquement, et c'est le même Éric Gézorski. À Bordeaux, c'est toujours Nathalie Aladjidi. À Lyon, c'est Madame Kebaili. Et à Nancy. Et pour certains de ces centres, la file active à 25 n'était pas réunie, ce qui pose peut-être problème. J'espère que ça passera. Et on a essayé de les aider pour la saisie, mais c'est quelque chose dont il faudra se saisir, si je puis dire, parce que peut-être les aider sur place, qui n'ont aucun financement, il faut peut-être leur donner un coup de main pour saisir dans Bamara. Et pour les adultes, on avait la même chose qu'en 2017, si ce n'est qu'on a rajouté un centre à Dijon avec le docteur Razama Eri. Pas de réponse pour l'instant, j'espère qu'ils ne vont pas être terribles avec les centres de compétences. Alors, ils nous ont demandé un organigramme, donc ça permet de montrer les gens qui travaillent, pas seulement les gens qui portent. Donc vous avez pour les différents centres les gens qui sont impliqués à Trousseau, à Saint-Louis, à la Riboisière avec la double composante médecine interne neurologique. On a un comité de pilotage, les centres de compétences dont je vous ai parlé, l'association Figure, les deux laboratoires, le laboratoire de référence pour la partie ANAPAT, les deux laboratoires de biologie moléculaire. Et donc ça donne la vision globale du centre et des gens qui sont impliqués et qui sont amenés probablement à prendre la relève. Alors je vais m'arrêter là et vous répondre à vos questions. Les points clés de fonctionnement de ce centre, la valeur ajoutée en dehors de la possibilité donc d'avoir des cohortes, et je vous montrerai tout à l'heure dans l'exposé sur la pathologie pulmonaire, comment en plusieurs années et patiemment on a pu avancer, parce qu'il faut des données prospectives, c'est-à-dire suivies dans le temps, dans le futur. La RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire nationale, est un point clé. Nous avons beaucoup été aidés par la filière. On a un secrétariat de filière qui vient nous aider. Ça se fait alternativement dans chacun des sites, sous l'égide de la personne du site. C'est important pour la prise en charge des patients. Vos dossiers sont discutés avec la présence de tout le monde.
C'est une conférence web, il y a des comptes rendus, et ensuite les choses sont enregistrées dans le registre. Il y a un réseau d'experts, et donc qui est piloté par le professeur Jean-François Émile qui vous parlera tout à l'heure. Ça, c'est fondamental, parce qu'une des errances diagnostiques dans cette maladie, des fois, c'est juste la biopsie qui est mal lue, où il y a des problèmes de génotypage moléculaire pour avoir une vision plus précise, pour adapter le traitement. Et le fait qu'on ait la chance d'avoir Jean-François Émile et son réseau d'experts est un élément clé. On a 2 laboratoires de biologie moléculaire, un qui concerne la Pitié-Salpêtrière et Trousseau, un qui concerne Saint-Louis historiquement, parce qu'il y a beaucoup de mélanomes à Saint-Louis et que c'est les mêmes mutations, donc c'est ça bien Morin. Le registre, c'est clairement notre outil de travail. Et ça, il faut vraiment rendre hommage à Jean qui a mis ça depuis le début, et à Sébastien qui a redéposé Héritier, et à Mohamed qui l'anime beaucoup. C'est difficile aujourd'hui d'avoir du personnel de recherche clinique. Nous avons perdu la nôtre et ça fait 2-3 mois qu'on essaie de se battre pour recruter. Tout le monde va dans les CRO, l'assistance publique est de moins en moins attractive. Et puis il y a tous les avis téléphoniques, les avis par mail. Les avis par mail sont très importants, à la fois provenant directement des patients, de leur famille, de leurs médecins, et donc c'est une expertise par courriel qui est aussi enregistrée dans la base Bamara et qui fait partie des éléments qui sont comptabilisés. Donc voilà grossièrement ce que je voulais vous dire. Tout ça ne marcherait pas sans les acteurs dans tous les sites, et pas seulement les porteurs, même si les porteurs se tapent la partie administrative. Je crois clairement que le centre a vu le jour, a été soutenu tout le long par l'association des patients, et Madame Debar a toujours été à notre côté. Et puis la filière, il faut reconnaître que la filière est une valeur ajoutée, à la fois en termes d'organisation globale, mais aussi par des financements résiduels de temps en temps qui sont donnés et des choses qui sont faites à leur niveau et qui sont mutualisées. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.